Tu peux regarder aussi. Est-ce qu'on se Non, mais je t'en prie. J'aurais pas dû te couper maintenant. Non, vas-y, je t'en prie. Je suis désolé. Les relous, arrête. Corée du Nord. La Corée du Sud. Ouais, après, là, c'est l'exemple ultime. Là. Ah, mais ça, c'est. Il y avait trop de bouchons. Ça, c'est. C'est-à-dire que t'as six packs à 80 ans. À 80 ans, t'es tanké. T'es comme Ben. Tu veux dire, à 80 ans, t'es tanké, etc. Et t'as pas ramené United States of America, put it here. Salut à tous. Hello los amigos. À cause de toi, Ben, je rencontre des gens, ils me disent salut à tous, écrit Marina Imo. Tu sais, t'as matrixé tout le monde. Et c'est que le début. Bon, ouais, allez, tout de suite. On n'a pas le temps. Il y a Abdel qui a proposé un. Bienvenue à tous déjà. Il y a Abdel qui a proposé un sujet, donc voilà. Il met la pression, il met la pression. En gros, si c'est de la merde, c'est moi. Non, parce que c'est un sujet dont on parle souvent, Ben et moi. Est-ce que, pour se développer au même titre que Dubaï, c'est-à-dire vraiment passer à la vitesse supérieure sur plein de critères, que ce soit la santé, l'attractivité des aéroports, etc., un marketing à la Dubaï, faut obligatoirement l'intervention des Westerners, ça veut dire des Blancs. Enfin, des Blancs, c'est un terme, c'est un peu trop large, je dirais des Occidentaux, Américains et Européens. Est-ce que c'est la condition sine qua non? Attends, petit disclaimer avant de commencer. Après, nous, on vous donnera, de toute façon, au fil de la conversation, vous allez avoir nos avis. On est des anticolonialistes, on est les dignes héritiers d'Ali Lapointe, on est des vrais DZ, mais on aime bien, nous, on parle de faits et que des faits. On essaye de ne pas mettre trop d'affect. Donc, ton avis, Ben, sur cette question? Alors moi, je pense que oui, la patate chaude. Après, moi, je suis... Ouais, non, mais on est honnête, on dit ce qu'on pense. Moi, je pense que... oui. Donc voilà. Après, merci. C'était le podcast le plus rapide au monde. Merci. 2025. Je te jure. Qui commence à grands pas. Ouais. Tac. Non. En fait, c'est un peu comme le sujet de thèse. Thèse à l'école. Donc tu as la thèse. A-t-on besoin de blancs formés en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Australie? En Australie, je sais pas si. Australie, en fait, pour information, je sais pas si vous savez, mais les Australiens. C'est des Anglais en prison qu'on a envoyés. Ouais. C'est des anciens prisonniers d'Angleterre, de guerre, qu'on a envoyés en Australie et ils ont peuplé l'Australie. Donc l'Australie, en fait, c'est des prisonniers à la base. C'est des bons vendeurs, rappelle-toi tes collègues australiens. C'est super vendeur. J'ai fait du porte-à-porte à Londres. Tu sais que j'ai fait du porte-à-porte à Londres en 2007. Porte-à-porte à Londres en 2007. Bon, c'est pas le sujet. Donc, est-ce qu'on a besoin un pays comme, par exemple, admettons, un pays sous-développé, comme l'Afrique, par exemple, que ce soit l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, comme au sud du Sahara, donc tout ce qui est la péninsule, par en cours de géo. Ce qui est le littoral, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Maghreb, plus après la Libye et l'Égypte. Tes amis. Voilà, mes amis, je vous aime. Ben, un jour, il finira par vivre. Est-ce qu'ils ont besoin de blanc pour réussir? C'est une super épisode. Enfin, c'est super épisode et c'est une super question parce que elle est très très dangereuse et très pointilleuse. On va se heurter à différentes choses, mais à la fin c'est ça. Regarde l'Égypte. À l'époque, l'Égypte, ils sont fait coloniser par les Anglais, par les Français, voilà. C'est les empires colonialistes, les blancs, qui ont fait vraiment l'avancée jusqu'à Israël, les colons, pour vraiment conquérir tout ce monde. Et à la fin, ils ont externalisé, globalisé le monde. Ils ont permis au monde de se globaliser, de ramener de la stratégie et de l'organisation dans le monde. Tu vois ? Parce que c'est vrai que là, par exemple, on va parler pour nous en Algérie et au Maroc aussi. Donc les Français, quand ils sont arrivés, ils ont permis un peu plus d'organisation, tu vois, en termes d'administration, d'administratif, et en termes de process, etc. Et de construction, j'imagine, ils ont ramené leur construction, leur style de construction, les matériaux, et j'en passe. Et le fait d'avoir vraiment de l'eau courante, et des douches, etc. Et je t'en passe. Oh. Il va avoir ça va tirer à blanc dans les commentaires. Non, mais on va détailler, okay. C'est pas un sujet. Après, on peut dire ça ici. Et après, pour Dubaï, qu'est-ce qu'on peut dire pour Dubaï ? Il faut savoir que Dubaï a été colonisé par des Anglais. Ils ont eu leur indépendance, ça fait 50 ans que Dubaï est Dubaï. Voilà. Et Dubaï, même s'il y a une indépendance, il y a toujours une influence, une influence non dite, entre guillemets, des Anglais.
Donc on le voit rapidement. Hein. Enfin, on le voyait plus en 2009 quand je suis arrivé, tout ce qui est administratif, etc., que maintenant. Maintenant, on pense que Dubaï est Dubaï. Ouais. Les gens qui viennent de France maintenant, ils arrivent de France, ils pensent que Dubaï est Dubaï, c'est un produit fini, ils l'ont sorti de nulle part, ça arrive comme ça. En fait, non, pas du tout. Dubaï, c'était vraiment arabique. Moi, en 2009, déjà, je l'ai vu. C'était vraiment, ouais, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Et en fait, malheureusement, pour nous, les Arabes, quand on dit Inch'Allah, ça veut dire si Dieu veut. Donc, je vais le faire, mais si Dieu veut. Mais je vais le faire, t'inquiète pas, 100%. Ouais. Et malheureusement, ici, même chez nous, en Afrique du Nord, Inch'Allah, ça veut dire, ouais, en gros, voilà, je le ferai si j'y pense, alors, tu vois. Alors que les anglo-saxons, quand ils sont arrivés, il n'y a pas d'Inch'Allah. C'est je le fais, ou je le fais pas, je le fais pas. Tu vois. Ouais. Et tout ce que le côté administratif de maintenant et le côté juridique de Dubaï, ouais. il est vraiment anglo-saxon. Calqué sur. Ouais. Le côté juridique de Dubaï, c'est anglo-saxon. Tu vois. Donc tout le côté juridique, les process des tribunaux, etc., des différentes cours de Dubaï, c'est géré à l'anglaise. Et un peu au système français aussi, entre système français et anglais. Donc voilà, ça c'est une petite introduction. Mais je suis rentré un peu dans tous les. Non, mais c'est bien, moi, t'as planté le décor. On a 1 heure pour répondre. Voilà. Il est 15h, à 16h, on s'arrête. C'est parti. Donc concrètement, est-ce que, si on fait un retour dans le temps, est-ce que si Dubaï, on va dire si la population émiratie est équivalente à la population saoudienne, c'est-à-dire une grosse population qui travaille même dans les hôtels, réceptionnistes, comme la Saoudie, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils auraient atteint le niveau auquel ils sont maintenant en termes d'efficacité de process, etc. Tu vois, on se plaint parfois, on se plaint souvent même, mais c'est quand tu voyages, tu te rends compte qu'ici, ça va quand même globalement rapidement. Moi, je vais te dire un truc. Ouais. Une des raisons pour laquelle je pense comme je pense maintenant, c'est parce que j'ai étudié en Angleterre. J'ai vu à l'époque, moi, quand j'étais moins de 20 ans, je suis parti en Angleterre à 20 ans. Donc quand j'avais moins de 20 ans, j'ai vu comment ça se passait en France, les docteurs, les médecins, la sécurité sociale, etc., etc. Je suis arrivé, et l'école aussi, l'école. Et quand je suis arrivé en Angleterre, bah, j'ai rien compris. Les process, les trucs, comme c'était géré, tac, tac, tac. Tu vas, t'as NHS. En Angleterre, c'est NHS, tout ce qui est sécurité sociale, en fait. Quand t'es étudiant, c'est payé par le gouvernement, mais je sais pas, c'était tellement fluide, c'était tellement simple. Et les process aussi, tout le monde est organisé, en fait, vraiment. En Angleterre, moi je te parle de ça, l'Angleterre, en 2005. Angleterre 2005, 2004, 2005, 2006, j'ai fait. Mais l'organisation, elle n'est pas liée à la race. C'est pour ça que je pense à ça. L'organisation, elle n'est pas liée à la race, elle est apprise. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est un vrai débat, tu vois. Moi c'est compliqué à dire, mais tu regardes juste qu'est-ce qui se passe. Le Sahara, l'Équateur. Ouais. Je prends l'Équateur. Ouais, le global tout ce qui se passe en dessous, l'Équateur, ou tout ce qui se passe au-dessus. Tu reconnais une différence en termes de PIB, production intérieure brute, et en termes de... Ouais. Non, bah justement, c'est pour après, ça c'est un débat. Ça aurait été bien d'être plusieurs. Ouais, mais de toute façon, dites-nous dans les commentaires, comme d'hab, si vous voulez un épisode 2, on anticipe dès maintenant la fin du podcast. Mais concrètement... Et moi, pour moi, après, je peux résumer rapidement. Vu que j'ai étudié en Angleterre, j'ai vu le niveau d'organisation incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en dégression. Donc l'Angleterre, c'est ces trucs. La France, pareil. Les États-Unis, etc. Tout. Mais avant ça, donc ils étaient au top. 2005, 2006, 2007, 2008. Bah, voilà. Ils étaient comme ça. Mais j'ai un contre-exemple pour toi. Tu me dis ce que tu en penses. Tu sais, j'ai posté mon CV après avoir été diplômé en Angleterre. J'ai posté mon CV, je recevais plein d'appels de fous. J'étais embauché et tout. En fait, pour l'anecdote... Ouais. Après, ça n'a pas trop rapport avec ça, mais j'avais un bac plus 5. J'ai fait un bachelor. J'ai fini mon bachelor, en fait. J'avais un IUT, en fait, Tech de Co. Donc ensuite, j'ai fait un bachelor international... un bachelor international business. J'ai été diplômé. Et ensuite, j'ai fait le master pour avoir le système français. Mais j'aurais pu m'arrêter au bachelor. En Angleterre... alors, écoute, en Angleterre, faire des études... C'est waouh, t'as un master. Personne n'a de master en Angleterre. La plupart des gens, ils n'ont pas de master. C'est un bachelor. Et encore, les mecs qui réussissent en business, etc., ils ne sont pas diplômés. C'est bac plus 3, bachelor. Bac plus 3. Donc en Angleterre, déjà, il y a 15-20 ans, en Angleterre, ils avaient l'habitude de ne pas étudier, en fait. Les gens qui réussissent. Genre le mec, il est directeur de Tesco, supply chain, directeur de ça. Ils ont des salaires de 200 000 pounds à l'année. Et ils ont fait un bachelor.
un bac plus 3, où ils ont fait pas de diplôme. Ils ont pas de diplôme. Le gars là, Sir Alan Sugar, The Apprentice, pas de diplôme. Comme le mec de Virgin. Tu vois. Alors qu'en France, diplôme, etc., et t'as pas de taf. Tu vois, le système, il était déjà en avance dans le futur. Tu vois, l'Angleterre. Donc sans diplôme, tu peux trouver un super taf. Et pourquoi je dis ça aussi? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Donc quand je me suis pointé dans le marché du travail, après avoir eu mon master, bien sûr, j'ai pas d'expérience. Parce que c'était en 2007, j'avais mon bachelor, mon master, et j'ai fait mon CV, j'ai un stage. J'ai un stage de 6 mois. Non, même pas 6 mois. J'ai un stage de 2 mois l'été. Et personne ne m'appelait en Angleterre. Je recevais des petits appels, oui, non. Ah, vous avez un master, mais vous n'avez pas d'expérience et tout. Ok. J'ai compris. Je sais pas, j'ai eu le déclic. Au bout d'un moment, j'ai eu le déclic. J'ai enlevé mes 2 ans. J'ai fait ça une nuit. Une nuit, j'ai commencé je me dis, c'est bon, je suis déterminé là, je vais tout faire. Donc j'ai enlevé les 2 ans de master. Je les ai remplacés par 2 ans de commercial. J'étais commercial Expérience, quoi, en France. J'ai bossé pour une boîte, je vendais des produits informatiques, etc. Et là, le matin même, à 9h du matin, je recevais boum, 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 boum. Je me réveille genre à 10h et je vois, il y a 10 appels. 10 en 2007. 10 appels. Ah ouais, 10 appels, c'est quoi ça? Et après, d'un coup, je reçois encore un autre appel. Je réponds, Hi, I'm calling you regarding your CV I posted yesterday. Oh, ok, bon. Et moi, j'étais là, oh yeah, definitely. T'es rentré dans le rôle direct. J'étais obligé de. Alors, je me réveillais, j'avais une voix chelou et tout. Et j'avais compris ça. Le fait qu'il faut de l'expérience. Tu vois, l'Angleterre, il value l'expérience, il value. Plus le parcours que les diplômes. En France, c'est un pays de bêta concours. Ils aiment bien les concours. En France, c'est contraire. Ils valuent. Enfin, ils veulent tout, en fait. Ouais. Le réseau, le truc. Ouais. C'est vrai que la France, c'est un peu technique. Et en tout cas, c'est intéressant de comparer les deux. Donc, pour moi, l'Angleterre, à l'époque, elle était ultra organisée, ultra vraiment fair and square. Et du coup, donc, de ce que tu me dis, tu me l'as pas dit en yes-no, mais de ce que je comprends, selon toi, Dubaï n'aurait pas pu avoir cette expansion et cet essor et cette renommée au niveau mondial sans l'apport humain, technologique et surtout l'apport des process et des idées du monde occidental. Ouais, je pense que ça a été carrément une obligation. Je pense qu'avec la mentalité Inch'Allah, c'est demain, tu peux rien faire dans la vie. C'est un jour, il faut se réveiller et dire quoi qu'il arrive, je le fais et je voilà. Y a pas d'autre. Tu sais, les papiers là qu'on est en train de faire, les papiers qu'on est en train les cartons là. Ouais. S'ils ne le font pas de nous-mêmes, tu vas laisser des mecs, les mecs Inch'Allah, ils vont jamais le faire, malheureusement. Tu vois, et à creuser, faire un petit trou, un truc, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, on est en train d'extrapoler, mais tu vois un peu le truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense, je suis peut-être un peu plus nuancé, mais je suis un peu de ton avis sur un truc que je vais développer. Je vais essayer de pas faire une réponse de politicard. Pour moi, le contre-exemple, c'est la Chine, par exemple. La Chine, c'est pas du tout le monde occidental, et les Chinois, ils n'ont pas besoin de... Bon, après, moi, honnêtement, il y a quand même un truc, si tu veux. Peut-être parce que c'est des zones dans lesquelles on a grandi. Donc forcément, c'est notre système de valeurs, c'est ça qui nous permet de juger. Mais moi, je me souviens, il y a peut-être un peu plus de 10 ans, j'étais passé de la Chine, et pourtant c'était Shenzhen, c'était même pas la Chine rurale, Guangzhou, Shenzhen, et j'étais passé à Hong Kong. Et tu vois direct la diff. Tu vois la différence. Et Hong Kong, il y avait la main de l'Angleterre dessus. Donc tu vois une différence. Après, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Tu peux regarder aussi. Non, mais je t'en prie. J'aurais pas dû te couper maintenant. Non, vas-y, je t'en prie. Je suis désolé. Vas-y, relou, arrête. En fait, ce que je veux dire, c'est que regarde la Corée du Nord et la Corée du Sud. Après, là, c'est l'exemple ultime. Là. Comme ça, c'est vraiment. Ouais. Mais non, tiens, franchement, tu mets le doigt sur un truc, encore une fois. La Corée, t'as beau dire ce que tu veux, même la Chine. Le Japon, c'est un autre marché, mais on va dire, tu prends ne serait-ce que la Corée et la Chine, ils ont leur monde à part. Tu vois, je trouve que l'influence occidentale est très très limitée. Même des applications qui ont pénétré le monde entier, Uber, Google. Tu as été en Corée, tu vas à Séoul, Google Maps, ça n'existe pas. Tu vois, ils ont créé tous leurs trucs à eux. Ils ont leur propre véhicule, ils ont tout. Tu vois, c'est vraiment. Et en plus, la Corée, ils l'ont fait en peu de temps. À Singapour aussi, l'ont fait en peu de temps, mais Singapour, il y a vraiment, tu peux vraiment dire que c'est l'Occident. Il y a même eu la CIA, etc. Ils ont mis une petite piqûre de testo pour faire avancer le truc. Bon, bref, que je m'éparpille pas. Donc moi, je pense pas que l'organisation
et les bons process soient la chasse gardée de l'Occident. Tu vois. Mais bon, après, encore une fois, c'est l'histoire du monde, c'est plus vieux, donc ils ont eu plus le temps de pratiquer, on va dire. Et je t'ai dit le contre-exemple de la Chine. Après, la chose qui est vraie, moi, je compare la Saoudie avec, par exemple, le Qatar et les Émirats. Tu vois. Et la Saoudie, c'est un pays du Golfe qui va se... C'est un pays du Golfe à part parce qu'il a une grande population. Donc en gros, la Saoudie, ça te permet de voir qu'est-ce qu'auraient potentiellement pu être les Émirats si ils avaient eu des millions d'habitants. Et c'est vrai que force est de constater, il y a une différence. Il y a une différence parfois même dans le civisme. Tu vois, les mecs, un exemple tout con. En Saoudi, les mecs, ils roulent comme des fous. Ils roulent comme des fous. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y a moins d'expats, etc. Et moi, je me souviens, quand on arrive à Dubaï, les locaux, ils roulaient comme des psychopathes. Ils jetaient leur sac de McDo à travers... Ils le font plus, tu vois, mais ils jetaient leur sac de McDo par la fenêtre. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont plus fait? Tu vas me dire, c'est peut-être les amendes. En Saoudi, il y a des amendes de fou. Il y a des caméras partout, ils te mettent des grosses amendes. Les mecs, ils le font toujours. Donc, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait eu plein d'expats à Dubaï et mimétisme comportemental? C'est comme quand tu vas chez un mec, c'est dégueulasse, tu retires pas tes pompes. Alors que tu rentres chez quelqu'un, c'est tout propre, bah, t'es gêné, tu retires tes chaussures. Donc, est-ce que c'est pas l'apport de tous les expats qui, eux, se sont bien comportés, comme ils se comportaient chez eux, bah, ça fait que ça a mis tout le monde au diapason. Je sais pas. Franchement, c'est un vaste débat. Si tu regardes les faits, c'est vrai ce que tu dis, c'est moins organisé. Tu as fait des voyages dans plein de pays en Afrique. Ouais, j'ai fait environ 80 pays. Tu vois? Faut que je refasse le compte, là, je sais pas combien. Donc, c'est le bordel. Mais par contre, moi, je pense que les pays, ils n'ont pas forcément vocation à copier. Ça veut dire, moi, bizarrement aussi, bizarre que ça puisse paraître, j'aimerais pas demain aller en Algérie ou aller en Arabie Saoudite et que ce soit exactement, genre, j'ai l'impression d'être à Zurich. Genre, tout est super carré, tout est machin. Chaque pays a ses spécificités et chaque pays peut se développer avec ses, entre guillemets, avec ses coutumes locales. Parce qu'au Maghreb, ce qui est agréable, c'est le fait que les gens ne sont pas non plus trop à courir après le business et après la vie. Genre, t'arrives un peu en retard, c'est pas la fin du monde. Mais il faut juste trouver la bonne balance. Arriver un peu en retard, ce soit pas grave, mais arriver genre 2 heures en retard ou repousser à demain, c'est vrai que c'est relou. Mais... En parlant de retard, tu vois, quand tu as des rendez-vous avec des clients, certains prospects, en fait, prospects, qui veulent acheter un appartement à Dubaï, ils disent OK, 13h, à la fin il est 15h, ouais frérot, ouais, je suis là, je suis sur la route, il y avait trop de bouchons. Ça, c'est... Il ne suffit de partir à point. Ouais, il ne suffit pas de... Attends, c'est quoi, il ne suffit pas de partir vite? Non, j'ai oublié. Il faut partir à point. Il ne faut pas courir, il faut voilà, c'est ça. Faut qu'on revoie nos fables de La Fontaine, je crois, et les trucs. Mais ça encore, ça va, c'est l'après-midi. Moi, le matin, t'as pas idée, à l'époque. Ouais, ben rendez-vous 10h du matin en bas de mon hôtel. J'attends, t'es sûr, je fais t'es en vacances. Hein. Donc, il y a de grandes chances que tu te couches tard, tu vas te réveiller potentiellement tard, ou tu vas aller au petit-déj de l'hôtel. Dis-moi, on peut se voir à 13h, surtout que Dubaï, pour ceux qui savent pas, surtout l'immobilier, ça commence pas très tôt. Hein. T'arrives, tu te pointes même à l'ouverture de Imar au sales office, il n'y a pas grand monde. C'est un diesel, hein. C'est doucement, c'est tranquille, la matinée. Sauf vraiment quand il y a des lancements et tout. Et ouais, les mecs, souvent, on s'est retrouvés à poireauter comme pas possible. Parenthèse refermée. Mais donc, en tout cas, dites-nous vous ce que vous en pensez. Après, c'est délicat parce que, on va dire, un pays, il va dans un autre pays. C'est du colonialisme soft. Ça veut dire, c'est pas, ils n'arrivent pas avec les, ils arrivent pas avec les chars, c'est pas la guerre. Moi, je pense que c'est quand même un argument, comme ils disent, fallacieux et un argument de vicieux. Parce que tu arrives, tu te dis, c'est comme si un mec qui vient chez toi. Je te prends un exemple. Chez toi, c'est pourri. T'habites toi dans une cabane. T'as une petite cabane au bord de la plage. Le mec, il vient avec tout son savoir-faire industriel, il t'agrandit la maison, il te met des panneaux solaires, il t'installe Internet et tout est nickel. Tu vois, c'est vraiment top. Il te met des trucs devant la plage pour mesures de sécurité, pour pas qu'il y ait de tsunami, tout ça. Tous ces process. Avant de partir, il viole ta femme et il te coupe un bras. Et il dit, ouais, mais regarde, tu peux pas t'énerver, regarde toute la technologie que je t'ai apportée, tout ce que je t'ai installé. Comment tu le prendrais? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, malheureusement, hein, là tu touches un point un peu ultra sensible. Et en fait, on peut la résumer par une phrase. Il y a 2 phrases en fait. Il y a Be careful what you wish for. Tu vois? Parce que il y en a plein maintenant, ils sont en certains endroits très pauvres dans le monde, l'eau courante, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les Saoudiens avant les années 70 quand ils ont découvert le pétrole? Ils ont dit, c'est là-bas qu'on a vu le pétrole, je cherchais de l'eau.
Tu vois? C'est encore une Le gars, il cherchait de l'eau, il a trouvé du pétrole, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a du pétrole? United States, tu vois, t'as les States qui arrivent. Et là, be careful what you wish for. Parce que là, c'est le désert, voilà, il fait chaud et des trucs, hein, mais t'as ta petite tente. Ouais, t'as ta Tu vois, liberté. t'as ta tente, t'as ton dromadaire. Il a plein d'eau, lui. Tu vois ce que je veux dire? T'as des oasis dans des endroits du pétrole. Si t'as de la chance, t'as pas fait ton Haïtis, t'as construit un puits. Tu vois ce que je veux dire? Une fois de temps en temps, tu peux trouver une petite vache qui traîne, bam, tu l'attrapes. Mais pour la conserver, il faut mettre beaucoup de sel. Tu sais, je rentre dans les détails un peu. En fait, la conservation de la viande, c'est par le sel. Mais voilà, il en faut beaucoup. Tu vois, c'est d'autres techniques. C'est un autre monde. C'est l'opposé. Tu prends le sel là qui coule et tu l'inverses comme ça. On parle de l'opposé. Ou tu as l'occidentalisation, où ting, tu as le truc, tu ouvres le frigo rempli de trucs. Les jus, c'est avec du plastique. Tout est en plastique. Le jus empaqueté avec du plastique. Tu bois de l'eau du robinet, mais fluor, etc. Et j'en passe. Tu vois? À la fin, tu te dis, est-ce que je préfère pas avoir ma vie sauvage, où je dois chasser? Parce que quand tu chasses, tu dois courir. À jeun, le matin. En forme. Tu manges pas de sucre. Ça veut dire que tu as 6 packs à 80 ans. À 80 ans, tu es tanké. Tu es comme Ben. Tu veux dire, à 80 ans, tu es tanké, etc. Et tu n'as pas ramené United States of America, put it here. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la fin, eux, qu'est-ce qu'ils ramènent? Ils ramènent l'argent et on prend. Tout ça, c'est à nous. Oublie, you can forget it. Mais on donne quelques trillards. Par contre, voilà, il se passe quelque chose, c'est nous qui décidons, c'est chez nous, etc. C'est un gros... Be careful what you wish for. C'est un gros débat. À la fin, est-ce que... Après, c'est ce qui se passe en Afrique. Hein. L'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les États-Unis, les France, ils arrivent, ils prennent les mines, etc. Et ils donnent à qui? Ils donnent au patron. Au chef d'État. Au chef d'État. Chef d'État, ils donnent à lui et sa famille, et ils gardent tout pour... et le peuple, rien. Alors que le contraire qu'ils ont fait en Saoudie maintenant, le nouveau, mais l'ancien était un petit peu comme ça. L'ancien, il est en train de distribuer légèrement. D'une autre manière, mais il le fait, tu vois. Il distribue qu'à ceux qui méritent. Tu vois, c'est la méritocratie. Ceux qui veulent, voilà, comme moi. C'est ma mentalité. Tu montres que tu veux et je te donne. Tu peux devenir advisor de MBS, je crois. Je suis un peu trop... Ouais, c'est vrai que c'est possible. Tu dis, tiens, lui, tu peux le zigouiller. C'est possible. C'est possible. Vous avez le même style. Je pourrais être ça. C'est un bon truc. Tu parlais de la Chine. Ouais, voilà. Allez, vas-y, parlons de la Chine. Ouais. Tu dis la Chine avant, quand t'as été. C'est pas laissé finir. Non, c'est vrai qu'il y avait. On va pas se mentir. Il y avait, en fait, mais il y avait quoi, en fait? C'est ça le problème. C'est qu'il y avait une différence, mais pour moi. Vu que moi, nous, on a grandi à Paris. J'arrivais à Hong Kong, je me sentais plus dans mon environnement. Pourtant, c'est que des Hongkongais, tu vois. Donc, potentiellement, c'est des gens qui sont culturellement loin de moi. Mais je me sentais plus à l'aise, tu vois. C'était plus propre. Tout le monde parlait anglais, c'était plus simple. La Chine, et pourtant, à l'époque, ces villes-là, c'est déjà très très riche. Hein. Shenzhen et Guangzhou, tu vois, c'était déjà... je fais pas l'ancien, j'étais en Chine il y a 50 ans. Mais c'est vrai que c'était un petit peu plus sauvage. Mais sauvage, encore une fois, avec ma vision à moi. Donc franchement, c'est un vaste débat. Hein. Mais en tout cas, la Chine, c'est un peu le contre-exemple. Ils ont grimpé avec leur code à eux. Je pense qu'ils ont mélangé... tu vois, des choses du capitalisme occidental, avec leur confucianisme, leur truc à eux. Ils ont fait un truc un peu hybride, mais ils ont avancé. Hein. On peut dire ce que tu veux, les routes, tout ça, c'est... Moi, je veux dire ce que je pense de la Chine. Comment ils ont réussi. Une chose, c'est des copieurs. Les Chinois, c'est des copieurs-colleurs. Ils font copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Bim, bim. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est CTRL-C, CTRL-V. Tu prends ça qui marche bien à l'extérieur, tu le mets là. Il y a pas de... Et comme c'est une monarchie, c'est tac-tac. Tu ne ramènes pas... Tu sautes. Ouais, c'est le parti communiste, mais c'est très hiérarchisé. Copier-coller. Système éducatif, ils ont emmené la plupart des grosses têtes, ils ont étudié à Harvard. Tu vois, moi, je connaissais un prof à moi à Cambridge. Taïwanais, non? C'était un Chinois, mais qui a exilé la Chine. Et je ne sais pas comment il a fait, mais c'était un des meilleurs étudiants d'une grosse école, la meilleure école de Chine. C'était le meilleur étudiant. Et les Américains, ils l'ont pris. Ils l'ont, ils lui ont donné une bourse. Ils lui ont donné une bourse et ils l'ont mis à Harvard parce qu'il était super fort. Il parlait pas anglais, hein, bizarrement. Donc il a appris l'anglais super vite et étudiant à Harvard. Donc après, il est passé de étudiant à Harvard à
prof à Cambridge. Et après, moi, je l'ai connu parce que des fois, il y avait des profs de Cambridge University qui venaient dans mon école à moi. Moi, j'ai pas étudié à Cambridge University, mais il y a des profs de Cambridge University qui venaient dans les... Et après, c'est devenu, entre guillemets, mon pote, etc. Et voilà. Donc, tu disais qu'ils envoyaient donc l'élite, enfin les mecs qui avaient un super profil. Les élites chinoises, les gens qui ont du pouvoir pour faire évoluer le pays, hein. Que ce soit le ministre de l'Éducation nationale de la Chine, le ministre de Health Authority, etc. Tous les ministres, tous étudiants à l'étranger. Hein. Tu vois, et la Libye. Bon, en Angleterre, j'avais des Libyens. Et les Libyens, apparemment, la Libye, Kadhafi, il payait full. Il payait tout pour les... C'était comme les Qataris, au final. Ils vivaient très très bien. Et c'est comme ça aussi, je pense. C'est d'abord, envoie tes cerveaux, étudier et prendre un peu un exemple et un style de vie, et ramène-moi ce que tu peux ramener dans le pays. Et c'est ce qui s'est passé avec les Saoudiens. Donc les Saoudiens, comme tu sais, la plupart, c'est un peu compliqué sur la route, etc. Moi, ce qui m'a choqué en Arabie Saoudite, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand j'étais là pour la première fois. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de feu rouge. Les feux rouges, c'est des feux où tu peux passer, en fait. Il y a des caméras. Par contre, tu ralentis un petit peu, ils attendent 1, 2, 3, 4, 5, et après, tu passes. Et il n'y a pas de flash. Il y avait des flashs, il y a 15 ans, il y avait des flashs en Saoudi, en Riyad. Mais les flashs, ils ne fonctionnaient pas si tu faisais cette technique. Tu passes un petit peu, t'attends 5 secondes, et après tu tournes. Et le feu rouge, il te prend pas. Enfin, le flash, il te prend pas. C'est un truc de fou. Ça, c'est une petite anecdote. Il y a 15 ans. Donc, voilà. Je pense que la Saoudie, par exemple, là, ils sont dans un système un peu qui réussit. Mais pourquoi? Parce que le grand patron de là-bas, il a étudié au State. Non, MBS Ouais. Je crois qu'il avait étudié qu'à Riyad. Je savais pas qu'il avait étudié au State. Mais en tout cas, ouais. Il est parti étudier à l'étranger. Ok. Et après, il a ramené son système éducatif, évolué. Et après, je pense que tous les gens qui recrutent maintenant, les mecs, il y a un des gars advisor, c'est un prof à Harvard, Cambridge University, etc. Système anglo-saxon. Tu vois, la Saoudie de maintenant, c'est pareil, calqué sur le système anglo-saxon. Mais regarde, la Chine. Mais qui reste malheureusement certaines personnes qui arrivent à rester avec leur système. Regarde-moi, par exemple, Moi, à la base, je suis système, Inch'Allah, arabique, à quelle heure? Rendez-vous à 1h30, je viens à 1h45, il y a eu des bouchons. Maintenant, non. 1h30, c'est 1h30. Je suis même en avance. Et tu te rappelles quand on a commencé le truc? Toi, c'était pareil. Ah ouais, c'était un peu truc, je te dis, c'est quoi, non, 10 minutes. Je dis, c'est pas un rendez-vous, un truc. Je fais, si, c'est important, il faut être à l'heure, C'est vrai, et pour toi, c'était un truc de fou et tout. Maintenant, quand on te le fait, tu vois, et tu t'aimerais bien que tout le monde soit comme ça. C'est vrai. Et c'est... Mais je pense, après, tu sais, il y a une histoire. Je vais raconter une histoire. Il y a un gars, c'est quelqu'un qui habite dans une île, en fait. Dans une île. Et il vit de pêche. Il joue tous les jours, sa vie, c'est il vit de la pêche. Il va pêcher le matin. Il joue de la guitare pour ses enfants. Il les emmène à l'école. Et le soir, il est avec sa femme. Donc le reste de la soirée, tu vois. Donc il fait ça quasiment tous les jours. Des fois, il va jouer avec ses amis certains jeux dans des cafés dans son île. Et il est super heureux. Et il y a quelqu'un qui arrive, un colonialiste, quelqu'un qui a réussi. Il dit, mais attends, mais t'es un très bon pêcheur. J'ai vu ta dernière récolte, elle était incroyable. Donc il lui dit, ah ouais, qu'est-ce que tu me conseilles? Ce que je te conseille, c'est que largement, tu pourrais faire largement plus d'argent. Il lui a dit, comment? Eh ben, tu vois, tu es en train de pêcher avec un bateau. Il lui dit le nom du bateau. Et il lui dit, si tu achetais un plus grand bateau, tu commençais par un plus grand bateau qui ferait 2 fois le tien, tu pourrais commencer à pêcher et récolter 2 fois. Donc en récoltant 2 fois, tu vendrais 2 fois plus. Et ensuite, tu passerais sur un bateau qui fait x4 au bout de 6 mois. Et après, tu passerais sur un gros paquebot où tu pourrais pêcher limite, tu vas pêcher x100 et tu vas gagner x100 plus d'argent. Tu vas construire des usines de traitement de toi-même et tu vas contrôler toute la chaîne de valeur. Toute la value chain, tu vas la contrôler. Donc, traitement du poisson, etc. Tu pourras faire un côté congelé, poisson congelé, et tu vas livrer dans le monde entier. Et tu vas être milliardaire, l'île, elle va être à toi, etc. Il lui a dit, mais... Et là,
tu vas embaucher des gens, manager de factory, manager de pêche, manager, etc. Tu embaucheras un CCO, un COO, et toi, tu seras le CEO, et après quelques années, tu seras plus le CEO, tu sortiras de cette boîte qui te rapportera des milliards, et toi, tu seras juste le owner. Et tu toucheras ton argent tous les ans, tous les mois, comme tu veux, vu que c'est ta société. Mais tu as mis en place un système, un écosystème qui te rapporte des milliards. Et là, il a dit, ouais, et qu'est-ce que je ferai après? Et bien là, tu passeras ton temps avec ton argent, qu'est-ce que tu feras? J'aurai des milliards, là, tu pourras être avec tes enfants sur la plage, sur une plage, à bronzer, à jouer à la guitare et passer plus de temps avec ta femme. Ouais, mais c'est ce que je fais maintenant. Ouais, elle est connue, cette histoire, elle est ouf. T'imagines tout le système qui lui a dit faire plus d'argent, devenir milliardaire. Mais ce qu'on dit pas, c'est que comment tu fais pour être milliardaire? Tu prends l'offre et la demande et t'apportes une demande. Ou sinon, tu dois créer la demande, qui prend du temps. Comme il a fait Rothschild avec les lampes, à huile. Ou Nespresso, les capsules Nespresso. Qui laissent des plumes en plus. À l'époque, capsule Nespresso, ils te donnent une machine qui coûte pas trop cher. C'est que maintenant, en fait, encore un système. Et ensuite, tu achètes des capsules à 2 €, 1,50 € que tu mets. Maintenant, il y a de la concurrence. Nespresso a clairement de la concurrence. Mais il a eu un monopole. Les voitures Smart, c'est pareil. Tu vois, la voiture, un truc, tu peux la réparer que chez Smart. On a compris un peu le système. Et donc, c'est ça la question à se poser. C'est est-ce que ça vaut le coup de vouloir évoluer, être organisé? Pour à la fin, être à l'heure, tu reviens au point initial. Être un truc, ou vivre dans sa tente, se baigner dans cette mare. Tu sais ce que je veux dire? Parce que tout le monde est comme ça. Ouais. Tout le monde sent la même odeur. Là où t'es. Ouais. Pas besoin de se baigner, pas besoin de se laver. Bon, j'exagère, tu vois ce que je veux dire, mais... La FOMO, tu ne l'as pas pareil, parce que tu vis dans un environnement... Tu bois de l'eau que tu fais réchauffer, tu récoltes de l'eau dans une mare, que tu fais réchauffer pendant plusieurs minutes, qui peut te permettre de faire cuire, de faire des après, soupes. ça, c'est après, j'exagère un peu. Voilà, c'est un peu... Moi, je suis artistique, je suis un artiste, et je ne suis pas allé très loin dans mon système de fonctionnement. C'est très extrapolé, mais moi, je pense qu'il y a un entre-deux, en fait. Je pense que tu peux y arriver sans l'apport occidental. La Russie, t'as visité Moscou récemment. On en a parlé, on a fait une partie de podcast dessus. Tu es d'accord avec moi que c'était très évolué. C'est sub, ça a rien. Ouais, voilà. Donc eux, ils sont censés déjà évoluer. C'est vrai, mais pour beaucoup de gens... Et après, il faut dire que la Russie, c'est des Abramovich et Lubovitch et Abramovich, ça s'est construit, c'est juif. Et juif, pareil, boum. Ouais, c'est les bolcheviks. C'est un autre système. C'est un autre système, mais quand même... On pourrait, sans vraiment connaître l'intérieur de la Russie, etc., comme on dit, Lubovitch, etc., les grosses familles... Comment ils s'appelaient, ceux qui s'est fait... C'est un peu les Allemands, c'est un peu allemand, c'est un peu truc ultra organisé. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est les Juifs, mais c'est les Ashkénazes, ultra organisés. Allemands, Russes, etc. RDA, RFA, bon... Non, comment il s'appelait le Russe qui s'est suicidé, là? Boris Berezovsky. Regardez l'histoire de Boris Berezovsky, les mecs. Et j'ai un pote, en plus, qui gardait sa maison. Incroyable. Bon, bref. À Londres. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un entre-deux. Avec le recul, maintenant que j'en parle avec toi, je me dis qu'il y a quand même un système alternatif qui fait que tu peux partir avec ton propre système de valeurs, tes codes. T'es pas obligé de copier exactement, mais surtout... Les deux piliers principaux, c'est la discipline, bien évidemment. Plus que deux piliers même, je te dirais la discipline, le goût du travail bien fait, et la mission qui s'inscrit dans un temps long, et surtout pas de corruption. Parce que c'est ça aussi qui gangrène beaucoup de pays, c'est que l'argent, la richesse, elle est créée, mais elle n'est pas envoyée aux beaux endroits. Et c'est ça le problème. Et c'est là la différence avec Dubaï, avec des coins comme Singapour, avec des coins occidentaux aussi. Il y a de la corruption, mais en fait, il y a de la corruption, même en France, il y en a, clairement. Mais il y a un minimum de décence. Ça veut dire il va taper dans la caisse. Là, à mon avis, pendant les JO, il y a dû avoir des trous dans les caisses, pas possible. Tu vois, des devis qui ont été faits par c'est la boîte d'un ami, bon bref, des rétrocommissions, des conneries comme ça. Mais le travail, il est quand même fait à la fin. Parce qu'à la différence de pays du Sud, où carrément le budget de la route, le mec, il encaisse tout, il va s'acheter une maison à Genève, à Colonie, là, dans le beau quartier. Même à Dubaï. Ouais, voilà. De toute façon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, d'ailleurs, plein de gens nous disent ouais, il y a plein d'apparts qui ne sont pas allumés, etc. à Dubaï. Ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Il y a des gens, ils ont mis des millions et des millions de dollars, mais c'était juste pour les cacher. C'est pas vraiment pour habiter, louer. Ils sont pas dans ce registre-là. Mais
Ouais, franchement, c'est une vaste question. C'est une vaste que je pense qu'il y a des gens qui seront vraiment pas d'accord avec nous. Mais après, tu as d'autres pays. Regarde par exemple la Thaïlande. La Thaïlande, il y a encore quelques années, c'était un pays pour certains. Jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'il y en a qui pensent que la Thaïlande, c'est un peu sauvage, c'est un peu la street, comme on dit. Pourtant, il y a de la corruption comme pas possible. Surtout dans les coins touristiques. Hein. Tu en as déjà parlé, Phuket, tous ces coins-là. Mais les gens, moi-même, je m'inclus, hein, les gens voyagent de l'étranger pour aller se faire soigner là-bas. Donc, c'est qu'il y a, par exemple, tu vois ce que je veux dire, ils ont réussi à hisser le niveau de leur médecine à un niveau mondial. Moi, je les mettrais même dans le top 5 mondial, tu vois. Donc, c'est possible, en fait. C'est possible. Et tu vas j'étais dans les hôpitaux thaïlandais, t'as pas des Anglais ou des Américains qui chapeautent le truc d'en haut. Non, non, non. Il n'y a que des Thaïs. Il n'y a que des Thaïs. Et ça, comment tu l'expliques, Ben? Bah, avant, il y avait des Anglais. Il leur a appris, il leur a tout appris. Après, mais tu penses que tu te débarrasses d'eux aussi facilement? C'est quand même des sensus. Hein. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai bossé pour une boîte avec qui en fait, j'ai bossé pour une société de comment on appelle ça, je vendais des aliments. Ouais. Distribution. Non, je vendais des aliments. Ok. C'est pas distribution. Distribution, c'est Consuco. Non, je vendais des produits alimentaires pour une grosse structure française basée à Dubaï. Et on travaillait beaucoup avec Carrefour. Donc moi, les gens en fait, ils pensaient que je travaillais avec Carrefour tellement voilà. Toutes les ouvertures de Carrefour, les Carrefour nous appelaient. Venez, monsieur, il m'appelait pour aller ouvrir les points de vente dans Carrefour. Tu as ouvert Carrefour en Géorgie, non? Carrefour en Géorgie. J'ai pas ouvert, mais j'ai ouvert le. Ouais. En fait, quand je suis arrivé, il y avait un seul magasin, et maintenant il y en a 120. 120 Carrefour. Quand j'ai été, moi, il y en avait un seul. Tu vois, il l'avait ouvert, c'était il y a 3-4 ans, il l'avait ouvert. Et moi, je suis arrivé, et, j'en ai ouvert 7 ou 8. Et après, moi, ils ont continué, les gens. Donc là, ils sont à 120 Carrefour en Géorgie, par exemple. Tu vois. C'est une belle expansion. Le Kenya, pareil, il y avait 0 Carrefour. Là, maintenant, je ne connais pas le chiffre, mais je pense qu'il doit y avoir 4, si ce n'est pas plus. Mais voilà, pour ouvrir déjà le Carrefour du Kenya, c'était compliqué. Mais je veux pas. Et le Kazakhstan aussi, j'ai fait. Carrefour Kazakhstan, c'était compliqué. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, au début, ils disaient à tout le monde, venez. Ils ont ramené tout le management de Carrefour France, qui est venu aider Carrefour, MAF, Majid Al Futtaim, de Dubaï. Et ensuite, Carrefour de Dubaï envoyait les gens, les Français en fait, très techniques, très compétents. Parce que la distribution, tu vois, tu penses que c'est simple, etc. Mais s'il n'y a pas vraiment d'études, vraiment des documents Excel qui font des kilomètres, tu étudies différentes métriques, qui après, tu as d'autres documents d'analyse, etc. Tout ça pour des produits, des fois tu te demandes. Voilà. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est que avant, à Carrefour, tu avais Géorgie, par exemple, tu avais le responsable du pays français, en dessous de lui, tu avais 10 Français, tu vois, les responsables de département, etc. En dessous, tu commences à avoir des Géorgiens, tu vois. Ouais. Et après, c'est Géorgien. Et là, ce qui s'est passé, la Géorgie, ils ont dit, Carrefour Géorgie, parce qu'ils sont 120 magasins. Hein. Oh, c'est bon, on a bien appris de Carrefour. Maintenant, les vite. Avec vos gros salaires, là. Ouais. Les vite. Ils les ont virés. Et là, je pense qu'il y a une loi comme quoi il y a Carrefour, aucun Français. Carrefour Géorgie. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, moi, quand j'y étais, franchement, c'était compliqué de garder un peu le style MAF de Dubaï. Parce que MAF de Dubaï, il y a encore des Français. Tu vois, tu rentres, c'est clean, c'est boum, Et là, un truc simple, hein, la plupart des gens, ils ne le savent pas. Mais c'est quoi les lois du retail? C'est pas vu, pas pris. Et pour le voir, le packaging, il faut le mettre vraiment à un certain niveau. On appelle ça high level. Il y a des marques qui sont prêtes à payer plus pour être en high level, on va dire. Donc, tu as le sachet du produit et après, tu as un prix. Et bien, ça, tu vois, tu as un prix, un produit. Un prix, un produit. Donc, je prends mon téléphone, un prix, un produit, un prix, un produit, un prix. Ça a l'air simple comme ça. Mais pour le garder à l'échelle de magasin, quand la surface de vente, c'est un hypermarché qui fait plus de 2000 m², pour garder un prix, un produit, je t'ai donné 2 trucs de retail, pas vu, pas pris, et un produit, un prix. Pour que ça se soit pris à l'échelle de 2000 m², il faut vraiment quelqu'un qui soit organisé, en dessous de lui, quelqu'un qui soit ultra organisé, et ensuite, tu as les mecs, les merchandisers.
Avant, ils arrivaient à tenir le coup, mais franchement, c'était compliqué. Hein. Mais c'est parce que c'était MAF, c'est ça? Là, c'était MAF. Là, c'était compliqué. Le 6e magasin, 7e magasin, tu voyais un peu déjà le sol, il était sale. Les magasins, les sachets craqués, trucs. Tu voyais que en fait, il y a des gens qui volaient et qui laissaient les sachets de trucs. Et tu voyais que ça commençait à partir de 9 magasins. Moi, je suis parti après, j'ai changé de taf. Et après, quand je suis arrivé, j'ai entendu dire que je suis parti voir un des patrons que je connaissais. Il a dit, le français, lui, il est parti, l'autre, il est parti, l'autre, il est parti. Que des Géorgiens. Et là, ils sont en train de virer tous ceux qui ne sont pas géorgiens. Donc moi, je connaissais un Tchèque République, un mec de Prague, qui était super fort. Il a étudié à Dubaï. Enfin, non, il a travaillé à Dubaï, avec Carrefour Dubaï. Et il a travaillé aussi au Qatar. Carrefour, que des Français au Qatar, que des Français à Dubaï, etc. Et maintenant, le mec, il dit, je suis quasiment le seul qui n'est pas un truc. Il a fait un passeport géorgien parce que sa femme, elle est géorgienne. Et là, même ça, il lui dit, il faut que tu parles géorgien. Tu restes pas à Carrefour Géorgie, tu parles pas géorgien. Et là, il est en train d'apprendre le géorgien à fond parce qu'il va se faire virer et il sait pas quoi faire. Il est comme ça, le mec. Et donc, il y a une grosse différence. Et en termes de magasin, en termes de tenue, etc., zéro. Tu vas à Carrefour, voilà, c'est un magasin géorgien. Laissez aller. Les produits sont là, les prix sont là, et tu cherches. Attends, tu as le produit, mais tu vois pas le prix parce que les étiquettes. C'est un souk. C'est un souk. Un mélange de souk, tu vois. Et après, c'est normal. Parce que je t'avais dit, pour tenir ça à 2000 square meter, il faut avoir vraiment des gens avec un truc bien. Checklist tous les jours et tout. C'est dur à tenir. Et après, les Géorgiens, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Les Géorgiens sont Inch'Allah. Pour votre information, les Géorgiens, c'est Inch'Allah. Tout ce qui est l'Europe de l'Est, un peu Inch'Allah. Mais qui dit Inch'Allah dit qu'il ne fait rien. Il va laisser. Ah, why not? Une étiquette, c'est quoi ça? Ils ont qu'à chercher, les gens. Ils ont qu'à chercher. Ouais, c'est vrai. Ça va dans le sens de ce que tu disais au début. Ouais. Ils ont appris l'éducation. Ils ont été éduqués un peu en Angleterre, etc., aux États-Unis. Et maintenant, ils sont là. Et après, maintenant, les gens qui ont réussi en Thaïlande à faire des greffes de ceci, des greffes de cela, ou les dents, ou les cheveux, etc. Ils ont vieilli, maintenant ça fait plus de 20 ans, ils ont monté des écoles et ils sont en train d'apprendre en interne. Et maintenant c'est pour ça que c'est devenu, parce qu'en fait ils ont bien appris, ils ont masterisé. En fait c'est des gens qui ont, à mon avis, c'est les médecins de Thaïlande, là, c'est des gens qui ont vraiment aimé leur métier. Ils ont tellement aimé leur métier. Regarde comment on était soignés, on a été à Bali. Tu te rappelles la dentiste? Ils me sortent une petite caméra comme ça, et ils montraient sur l'écran, ils montraient avec une mini caméra toutes mes dents. Je dis, ouais, j'ai peut-être une carie ici. Elle m'a regardé, elle m'a dit, regardez, il n'y a pas de carie. Je regardais le truc sur l'écran comme ça. Ah ouais, mais j'ai pas de truc. Hein, incroyable. Bien mieux que Dubaï. Même en France, il n'y a pas ça, Dubaï, il n'y a pas ça, etc., etc. Tu vois, ça, c'est des gens qui ont aimé leur métier, ils ont cherché, ils se sont posé une seule question. Comment je peux mieux faire? Comment je peux m'améliorer constamment? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux me faire? Comment je peux me faire pour donner un meilleur service et être meilleur que mes concurrents pays local et les concurrents à l'international. Ouais, en tout cas, c'est comme ils ont fait Dubaï Poker Studio, le studio où on est aujourd'hui. Ça se voit, regarde, franchement, tu vois tous les influenceurs, ils sont là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on veut l'être. Marina Imo, on veut être à la pointe du podcast. Et on y est, je crois. Je crois qu'on est arrivé dans notre petit domaine de l'immobilier à Dubaï. Dans notre petite niche. On est numéro 1. Dans notre niche, la petite niche, la nichette. On aimerait bien l'agrandir un peu d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, est-ce que tu penses, Ben, que la nouvelle forme de colonialisme, c'est pas le soft power des universités? Parce qu'en vrai, tu parlais tout à l'heure des États-Unis. Si, justement, pour former les élites de tous ces pays, que ce soit, tu prends même l'Algérie, tu prends plein de pays dans le monde, si leur élite, pour les former, les envoie à Cambridge, Harvard, Yale, Stanford, etc., ils vont revenir avec un logiciel. Ça veut dire, en gros, c'est comme si l'Amérique, elle prépare des petits soldats, elle prépare des logiciels dans la tête des gens, elle les envoie, et ça crée des moitiés des saoudo-américains, mais en Saoudie, sans même que la présence américaine soit importante, tu vois. Forcément, ce mec-là qui a été formé dans une université américaine, quand il va grandir, il va avoir un poste à responsabilité, il va réfléchir, sans doute, comme un Américain, tu vois. Ou alors il va avoir son réseau de toute façon de toutes ces universités-là, Ivy League. Donc il va favoriser peut-être des contrats pour des sociétés américaines, il va favoriser le way of life à l'américaine, etc. Donc, tu es d'accord avec ça ou pas déjà? Moi, ce que je pense, c'est oui, mais il y a toujours leur système
saoudien. Donc le mec, il est binational, entre guillemets, dans sa tête, tu vois. C'est un peu comme moi. Moi, vraiment, si je voulais, je pouvais avoir le passeport anglais à l'époque. Tu vois, j'ai vraiment vécu assez longtemps pour avoir le passeport anglais, anglo-saxon. Mais je suis resté avec le passeport français. Parce que voilà, qu'il était déjà bien. Et donc, d'une certaine manière, oui, la personne favorisera des contrats internationaux américains, etc. Mais bizarrement, ce qui se passe, je pense que là, le système qu'on est en train de dire, c'est en gros envoyer vos cerveaux dans les dans les pays globalisés, et comme ça, quand ils reviennent, ils vont globaliser le monde. Mais je pense que maintenant, comme la Chine, par exemple, la Thaïlande, etc., l'Asie du Sud-Est, ils sont en maturité de ça. En fait, leur cerveau, ils ont déjà engendré d'autres cerveaux qui ont engendré d'autres cerveaux. Là, ça fait 3 générations. Ça y est, maintenant, eux, c'est devenu les États-Unis, en fait. Et alors que les États-Unis, les cerveaux, ils sont partis à l'étranger et ils se sont rendus compte, ah ouais, mais nos cerveaux à nous, ils partent à l'étranger parce que l'économie, elle n'est pas géniale, on est taxé, etc. Donc, je pense que, même la France, etc. Donc, je pense que, vu que le monde globalisé anciennement, il est en déclin, et donc l'Asie du Sud-Est, par exemple, qui remonte. Parce qu'il y a 3 générations déjà de personnes qui ont étudié, qui ont eux-mêmes fait des écoles, qui réétudient ce qu'ils ont appris à l'époque et qui ont masterisé parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc ils ont même créé des nouvelles techniques, des nouvelles choses eux-mêmes. Et que maintenant, même les États-Unis, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment une théorie de fou, parce que la globalisation d'il y a 30 ans, et en déclin, et la nouvelle globalisation, ça va être l'Asie du Sud-Est, je pense, et le Moyen-Orient. Et est-ce que tu penses que, tu parles du Moyen-Orient, est-ce que tu penses qu'on vivra un jour où les gens viendront se faire soigner au Maghreb, par exemple? Ce qui se passe, c'est que le système globalisé, ils ont toujours pensé qu'ils étaient sous leur garde. On est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de s'améliorer. Péché d'orgueil. Et donc, en déclin, parce qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui rentrent. C'est comme si tu avais une marque. Tu crées une marque, et tu as les mêmes produits depuis des années. Par exemple, la marque, je bois du café et je pense à Bialetti. Le café Bialetti. Tu sais, les trucs là, les bouilloires Bialetti. Ok, ouais. Tu sais que Bialetti, c'était une bouilloire, un produit en Italie. Tu mettais le café noir à l'intérieur, tu fermais tu mettais un peu d'eau, tu fermais un peu le truc, tu laisses bouillir, et après le café. Tu sais que le café Bialetti est super bon. Là, je vois, c'est laquelle là. Et maintenant, chez ma mère. Ils ont fait ça, ils ont évolué, ils ont créé des nouveaux produits, de nouvelles marques. S'ils n'avaient pas fait ça, eh ben, ils seraient en déclin là, parce qu'à la fin, en 2024, il faut des machines. Ouais, c'est Nokia, quoi, l'histoire de Nokia. Là, ils ont créé des machines, ils ont créé des trucs, ils sont restés sur le coup, tu vois. Ouais, Et comment rester sur le coup? Recherche et développement. C'est toujours avoir une écoute de ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe ailleurs. Et si tu vois quelque chose qui marche bien ailleurs, qui marche bien à l'étranger, eh ben, tu le ramènes dans ton pays. Ça coûte de l'argent, ça coûte un système, déjà des personnes qui font ça pour toi, etc. Je t'en passe. Et c'est ça la faute des États-Unis, c'est qu'ils ont toujours pensé que c'était les meilleurs. Et ils sont bons. Tu vois, la plupart des business en ligne, la plupart des choses qui arrivent en France après et qui arrivent un peu partout dans le monde après, ça va être aux États-Unis. Mais au-delà de tout ce qui est en ligne, le système administratif, etc., des États-Unis, financier, légal et politique, il est en déclin. Tu penses qu'un jour, dans cette région, il va y avoir un essor tel que les choses démarreront d'ici et atterriront ailleurs? Genre, en gros, que ce soit dans le business physique ou dans le digital, c'est-à-dire une app qui est créée, je sais pas moi, demain à Riyad, à Dubaï, etc. Ça va être une app qui va être utilisée par des millions d'Américains ou des Français ou des Scandinaves. Tu penses qu'on arrivera à un moment comme ça? Alors, Scandinave, je vais t'expliquer. Scandinave, ils ont créé, tu vois l'application, j'ai oublié le nom, mais pour le Spotify. Ouais, c'est suédois, Spotify. Le papa de Spotify, c'est Suède. J'avais vu ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Et qui aurait cru qu'un des Suédois, ils auraient créé un produit qui fasse le monde entier, tu vois, qui change la vie du monde entier. Donc, à la même hauteur que ça, oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des applications trucs qui seront utilisées par des applications saoudiennes, applications même thaïlandaises, etc., qui sera utilisées. Ça prendra du temps, bien sûr. Mais ça existe à travers la Chine déjà. La Chine, quand tu compares la Chine dans nos têtes à nous, quand on voit les films Jackie Chan, Hong Kong, etc., il y a 30 ans, ça n'avait rien à voir. Et là, il y a eu le réveil du dragon, il appelle comme ça, le réveil du dragon, et c'est la Chine et l'Inde qui se réveillent et qui ont beaucoup d'argent et qui viennent dans le monde entier.
C'est vrai. Hein. Mais bizarrement, tu vois, autant je suis optimiste sur plein de trucs, j'ai un petit doute pour les pays du GCC. Ils vont s'en sortir très bien, mais de là, parce que je sais pas s'ils ont une envie vraiment, c'est peut-être après la mentalité des leaders du pays, est-ce que je sais pas s'ils ont une envie d'exporter leur way of life et d'exporter leur... en fait, d'avoir leur présence, parce que même, regarde Dubaï. Dubaï, c'est devenu une place, on l'a dit plein de fois, c'est devenu mainstream. Tout le monde connaît Dubaï maintenant. Avant, c'était un peu niche. Maintenant, tout le monde connaît. Vraiment, vraiment. Et que ce soit la Russie, le monde chinois, l'Australie, les Américains, etc. Mais nous, on le sait. Tu ouvres l'application de bouffe à Dubaï, c'est pire que Netflix. À la limite, il faut savoir déjà ce que tu veux. Sinon, si tu veux t'inspirer, tu vas être dans la merde, tu vas scroller. Il y a 10 000 pages, façon de parler. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu, que là, très rarement, je crois qu'il y a 2-3 restaurants. Je crois qu'il y a Gaïa, Pickles, et un autre restaurant qui a été créé à Dubaï qui s'est exporté à l'étranger. Gaïa, je crois, ils ont ouvert à Marbella, etc. Bon, bref. Mais jusqu'à maintenant, avec tous les restaurants, les cafés, les trucs, il n'y a encore rien qui s'est exporté ailleurs, tu vois. Tu parles de la Géorgie. La Géorgie, bon, il y a peut-être un protectionnisme par rapport aux Géorgiens, mais il y a beaucoup de gens du Golfe qui vont là-bas en vacances. Tu prends l'Espagne, Marbella, l'été, sur une partie pas partout, mais un coin de Marbella, il n'y a que des gens du Golfe. Il n'y a jamais eu un restaurant, un café. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'ils ont du mal. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas, ou ils n'y arrivent pas, ou qu'est-ce qui coince dans le fait d'exporter quelque chose, quoi. Je ne sais pas. Je sais pas. Leur soft power, il n'est pas très au point, je trouve. Il n'est pas très au point. Moi, je vais te dire 2 produits de Dubaï ou de Saoudi qui s'exportent déjà en France et en Angleterre et dans plein de pays. Le premier, Arabian Oud. Les parfums. Tu vois, ça a commencé déjà il y a peut-être 10 ans, aux Champs-Élysées, à Arabian Oud, le magasin, qui est largement super cher par rapport à Arabian Oud. C'est pas ouf en plus, mais les gens en France, ils kiffent. Et ensuite, tu as les dates. Les dates chocolatées, etc., qui viennent en Angleterre, dans plein de pays, etc. Donc, ils ont exporté deux savoir-faire, mais Arabic Coffee, pour l'instant, il n'est pas exporté. Tu vois, pas encore. Après, les vêtements, donc le khamis, mais ça, après, c'est notre... c'est autre chose. Ouais. Mais tu vois, il y a 2 produits que tu reconnais. Ah ouais, finalement, c'est... Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors, t'es en France, tu vas acheter des dates chocolatées, maintenant, il y en a. Avant, il n'y en avait pas des dates chocolatées. Mais est-ce que tu penses que les gens... En Géorgie, pareil, il n'y a pas de dates de chocolat. Est-ce que tu penses que les gens, justement, quand ils voient la boîte... C'est quoi la force des States et d'autres pays, même la France. Hein. La France, t'as beau dire ce que tu veux, pour moi, la France, ça date d'avant. Hein. C'est grâce à tout ce qui est les bonnes choses qui ont été faites avant, mais ils ont un soft power de fou. Jusqu'à maintenant, quand quelqu'un veut donner un nom classe à une boutique, souvent il donne un nom français. Que ce soit un salon de beauté, un truc, c'est marrant, tu roules dans Riyad, tu roules à Doha, machin, il y a écrit jolie, ma jolie, rose, quelque chose, etc. Bref. Mais les gens, quand ils voient cette boîte de dates chocolatées, est-ce qu'ils font directement la connexion avec la Saoudi? Ou Dubaï. Au Dubaï. Ouais. Arabian Oud, ouais, c'est vrai. Il y a la marque de dates qui fait des trucs chocolatés, etc. C'est la plus connue à Dubaï. Et tu vois, ils mettent le drapeau émirati. Les packaging émirati, drapeau. Et ça se vend partout, même en Russie d'ailleurs. Qu'ils se vendent. Et ils ont le truc de Dubaï, voilà. Donc ça a déjà commencé. Ouais. Ça a déjà commencé. Bien sûr, ça prend du temps parce qu'avec une mentalité Inch'Allah, c'est long. Tu remets tout à demain et je t'en passe, voilà. Je pense que les gens qui nous regardent, ils comprennent un petit peu. S'ils ne comprennent pas, ils ont qu'à nous demander, on leur expliquera dans les lives, seulement dans les lives. Ce dont on parle, c'est du vécu. C'est du vécu. Après, tu as toujours des exceptions qui confirment la règle. J'ai passé 5 ans, 6 ans à voyager en mode business, enfin business trip, dans les pays subsahariens, sous-sahariens, etc. Donc en Afrique, le Nord-Afrique et Moyen-Orient. Voilà. 6 ans. Ah non, 8 ans. J'ai passé 8 ans à faire ça. Bayra, et après, il y a eu Citrosuco. Ouais. Bon, encore une fois, est-ce que il était au final pour deux sociétés internationales, le système il leur correspond. Au final, le système leur correspond. Tu me l'as dit, on en a parlé plein de fois. Ton plus gros client sur ta dernière boîte dans laquelle tu as bossé, le plus gros client, et de loin, c'était l'Algérie. Donc il y a une économie, il y a un business qui tourne même très bien. Sauf qu'ils ont des codes différents. C'est-à-dire le fait que quand tu arrives, voilà, c'est un peu un cliché, mais quand tu arrives un peu. Genre, je sais pas, tu les appelles, ils répondent pas, machin. On parle du groupe Cévital, qui est un énorme groupe, par exemple. Ça les empêche pas de faire... Moi, je pense qu'en fait, faut pas essayer de forcément singer les Occidentaux. Tu peux trouver ton... Comme la Chine. Je pense que la Chine, franchement, c'est un bon exemple.
Tu fais un cocktail des choses de l'extérieur, tu prends ce qui est bien. Tu sais, tu sais que les Africains, ils sont très wise, sages. Ils sont très sages. Ouais. Ils ont leur propre code. Et même les Saoudiens, ils ont un code comme ça, quasiment africain, qui est dans le regard. L'œil chico. C'est vrai. Tu sais, par exemple, que ce soit les Africains ou même en Maroc et en Saoudi. Tu sais, c'est Dubaï aussi. Ils ont ce code. Ils ont ce code de regard. They read the room. Tu vois, et ça, ce code, les Européens, ils savent pas. Tant que tu le dis pas à l'Européen, tant que tu le dis pas avec la bouche. Le non-verbal. On appelle ça la programmation neurolinguistique. Ils l'ont pas, les Européens. Les Westerners, ils l'ont pas. Il faut qu'ils l'apprennent. Moi, bizarrement, je suis vraiment plus européen que avec mes études, etc. Donc, j'ai dû l'apprendre, ça. Ce système dans l'œil, Chico. Toi, tu l'avais déjà, parce que tu es plus arabique que anglo-saxon. C'est pour ça que les mecs, ils arrivent à draguer à distance aussi. Tout se passe dans le regard. Ouais, ils se voient à 100 mètres, ils ont réussi à s'échanger un numéro. Quand j'avais 15 ans, je suis parti en Algérie et j'avais l'âge de draguer. Et je suis parti avec la famille et tout à la plage et ils m'ont appris. Et donc, le mec, il m'a dit comme ça. Et après, quand je suis revenu en France, juste avec le regard, comme ça, donne-moi ton numéro. Non, le meuf, elle me donne son numéro à 15 ans. Comme ça. Elle sortait du bus, je l'attendais. Et je dis comme ça, je fais comme ça. Je sais pas, mais bizarrement, elle a compris ce que je voulais dire, tu vois. Juste avec le regard, comme ça, et après, à la fin, elle m'a donné son numéro. Dresseur de Malinois. Et après, j'ai commencé à reproduire ça, et bon, je l'ai perdu, hein, après, au bout d'un moment, mais ça a tenu quelques temps, tu vois, ce système avec le regard. Hein. Comme ça. C'est très efficace. C'est beaucoup de choses, hein. Pour certaines personnes. Comme dirait dans Scarface, c'est dans l'œil, Chico. Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Tu vois, ils ont d'autres codes. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut qu'ils servent de leur code plutôt qu'être. En fait, il faut essayer de prendre ce qu'il y a de bien partout et le mélanger à tes codes, à toi, et même à titre personnel, hein. Pas forcément à l'échelle d'un pays, même à titre personnel. Je pense que c'est bien de s'inspirer de ce qui est bien ailleurs. Et parfois, d'ailleurs, c'est un des défauts, je pense, des pays du Sud. Et je pense Dubaï, après c'est un package, hein, c'est très compliqué, la balance, elle est très fine. C'est un package, j'allais dire, il faut prendre ce qu'il y a de mieux chez les Occidentaux, sans lâcher, toi, ce qu'il y a de bien dans ta religion, dans tes coutumes, etc. Mais parfois, que ce soit des personnes physiques ou à l'échelle d'un pays, c'est le package, ils prennent tout de l'Occident. Le bon et le mauvais. C'est-à-dire, c'est là où parfois tu te retrouves un peu avec des sociétés qui changent, selon moi, dans le mauvais sens. Ça part. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, l'Occident, il y en a plein qui commencent à rejeter l'Occident parce qu'ils voient bien que l'Occident, ils veulent te refourguer un package. Ça veut dire tu veux le savoir-faire allemand, etc., la machinerie allemande, etc., l'ingénierie allemande, mais avec ça, ils te mettent un peu d'LGBT dans le lot, tu vois. Tiens, je vous en remets un petit peu, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils se sont grillés, en fait. Ils se sont grillés. Toutes les civilisations, ils ont commencé en déclin. Le peuple de Sodome, et Gomorrhe. C'était des fashion, ils étaient à fond. Et dès qu'ils se sont mis en mode un peu trop couler, et ben, ça risque de couler comme ça, à cause de la même raison. Ouais. Non, c'est vrai. Hein, Et après, on dit, il y a deux phrases qu'il faut retenir, c'est « Be careful what you wish for ». Et la deuxième phrase, c'est « On n'a jamais rien sans rien ». Je souscris à ça à 100%. Et la vie est une question de package, avec des packages. Tu peux pas, c'est pas le restaurant où tu prends que les plats que tu veux. Parfois, tu es obligé de bouffer un plat qui est trop salé pour pouvoir bien apprécier le dessert. Moi, j'aime beaucoup la Géorgie, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas en Géorgie. J'aime bien aller en France, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas en France. Je vais en Angleterre, il y a beaucoup de choses et j'en passe. Et tous les pays, c'est comme ça. On vit à Dubaï, mais il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas à Dubaï. Ah ouais, énormément. Et vice-versa. Malheureusement, il n'y a pas de parfait. Le monde, il n'est pas parfait, malheureusement. Les gens ne sont pas parfaits. La production des humains n'est pas parfaite. Tout ce que l'être humain il a produit n'est pas parfait. Même l'algorithme qu'ils sont en train de produire maintenant, il ne sera pas parfait. Et s'il devient, eh ben, on est mort. C'est l'imperfection qui crée l'action. C'est l'imperfection qui crée la perfection. Ouais. Il n'y a qu'une entité qui est parfaite. L'action crée l'émotion. Si le gars est un accro, et ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air, d'après ce que j'ai entendu, il va faire une sacrée explose. Il me tue avec ses... Il va faire exploser ma com. Mais c'est pour ça qu'on bosse. C'est quel film? C'est pour faire des coms qui explosent. Bon, de toute façon, c'est la fin. Non, mais c'est quel film? Les Initiés, avec Vin Diesel et Ben Affleck, etc., etc. Donc ça fait 1 heure qu'on tient la thèse. C'est bien. Je pense que c'est... Donc, comme vous savez, une dissertation, vous avez la thèse, l'antithèse. Et la conclusion, c'est ça, c'est Marina Emo, c'est la meilleure agence immobilière à Dubaï. On est spécialisé
sur les biens off-plan, qui sont sur plan. Donc on accepte de vendre à tous les clients francophones. Donc contactez-nous à travers le lien, le WhatsApp que vous avez sur la description. Et on est là pour vous aider. Et justement, nous, on vend tout Dubaï. On est vraiment spécialisé dans Dubaï. On vend tout Dubaï. Donc vous allez entendre parler de ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. Ne vous focussez pas trop sur le projet. Nous, on est là, on vend Dubaï. Okay, donc contactez Marina Imo, on a une chaîne YouTube, on aborde beaucoup de sujets différents, divers et variés, et on donne beaucoup de valeur dans les lives. On a beaucoup de lives aussi. Donc suivez notre chaîne YouTube et suivez notre chaîne Instagram où on avertit avant les lives. Donc on commence des lives, on fait des lives entre 1h et 3h où on répond à toutes les questions des abonnés. Généralement, l'autre fois on a fait 1000 personnes dans un live, mais généralement on tourne à 100 personnes, voire 70. Et on reposte pas les lives. Donc voilà, malheureusement. Pour ceux qui sont intéressés pour monter une société à Dubaï, on travaille avec une personne qui fait ça. Et aussi pour monter aussi un compte en banque à Dubaï, c'est très compliqué maintenant. Un compte en banque professionnel, aussi on travaille avec une personne qui fait ça. Donc Abdel veut dire quelque chose. Ouais, non, je pense que sur cette vidéo, on va mettre potentiellement le lien du questionnaire pour ceux qui sont intéressés pour la formation, pour vraiment affiner le truc, parce qu'à chaque fois on en parle et ça reste un peu trop général, on va dire. Donc on va essayer d'affiner au maximum pour voir quelles sont les attentes des gens, pour voir si vos attentes matchent notre promesse. Comme ça, au moins, on est raccord. Le but, c'est que ça soit encore une fois un win-win. Et voilà les mecs, la suite au prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.